Bonjour à toutes et tous. Déjà, bravo d'être là pour cette magnifique PG Session à Paris. Merci à Dalibo de nous recevoir et d'organiser cet événement. Donc effectivement, moi je suis venu vous parler de Patroni et de PG Backrest. Puisque j'ai du temps, je vais pouvoir un peu l'utiliser à bon escient. Qui dans la salle connaît déjà PG Backrest et où l'utilise? Bon, il reste à convaincre tous ceux qui n'ont pas levé la main. Alors ça tombe bien, on ne va pas parler de PG Backrest. Sinon, c'est pas pour une demi-heure que j'en ai, mais pour 2 jours. Donc on va plutôt parler de Patroni. Et puisque Julien nous a montré comment déployer un cluster Patroni et PG Backrest, ça va être un peu ça l'objectif de la session d'aujourd'hui. Alors qui je suis, pour ceux qui ne le savent pas, donc je m'appelle Stéphane Ferco, je suis consultant ou expert Postgres, ou peu importe comment vous voulez appeler ça, chez DataY. C'est une petite structure basée en Allemagne, on a des clients un peu partout en Europe et dans le monde. On fait du conseil, du support et de la formation Postgres, et j'en ai fait beaucoup de la formation dernièrement. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis un très grand fan et un des contributeurs à PG Backrest. Et pour tous ceux qui ne le savent pas non plus, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo PGSteph, notamment sur GitHub, où c'est principalement moi qui réponds aux GitHub issues. Et tout l'ensemble de mes présentations, les slides, etc., vous pouvez les retrouver sur mon blog, avec pas mal d'articles de blog sur Patroni, sur PG Backrest, etc. Et si vous scannez le QR code, ça vous emmène sur mon profil speaker sur le site de la société pour laquelle je travaille, où il y a les slides des dernières présentations que j'ai pu donner. Donc ces slides, vous n'avez pas besoin de les prendre en photo, ils seront partagés. Après la séance, je les publierai directement sur mon blog. Donc vous aurez la version en français qui est présentée aujourd'hui, en version 30 minutes, et vous avez la version étendue que j'ai donnée à Riga en anglais, 45 minutes. Alors c'est parti, Patroni et PG Backrest. Alors Patroni et PG Backrest, c'est cool, on va voir Pierrick qui va nous présenter après le monde de Cloud Native, mais même si on a aujourd'hui quand même beaucoup de bases de données dans le cloud, beaucoup de bases de données avec Cube, on a quand même encore besoin de ces outils, notamment au niveau des sauvegardes et au niveau de la HA. Quand on déploie, par exemple avec PGLift, alors c'est très bien, c'est déployé, on a un cluster Patroni, on a une sauvegarde PG Backrest, mais concrètement, on reçoit énormément de questions, que ce soit sur le dépôt GitHub Patroni ou sur le dépôt GitHub PG Backrest. Comment est-ce qu'on les combine de façon efficace? À quoi ça peut servir de les combiner? Qu'est-ce qu'on peut faire avec quand c'est combiné tous les deux? Ça va être le but de la présentation aujourd'hui, c'est d'en fait pas vous faire un cours sur comment installer Patroni, pas vous faire un tour des fonctionnalités de PG Backrest, et ça je pourrais le faire pendant 2 jours, donc on va éviter. Et c'est surtout pas un substitut pour lire la doc. L'objectif d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous devez aller chercher dans la doc et où aller le chercher. Et de vous donner un exemple concret d'implémentation, surtout. Donc au programme, très rapidement, on va voir ce que c'est Patroni pour ceux qui ne le connaissent pas, on va voir ce que c'est PG Backrest, et puis surtout, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec quand on les combine. Notamment, comment reconstruire un nœud standby depuis une sauvegarde PG Backrest. Comment créer un nouveau cluster depuis une sauvegarde PG Backrest. Et surtout, comment faire un PITR depuis Patroni et pas à la main. Donc Patroni, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un framework Python créé par Zalando pour faire de la HA. Ça marche vachement bien. Ça s'appuie sur un DCS, Distributed Configuration Store, pour stocker l'état du cluster et donc prendre la décision qui est le leader, qui est secondaire. Ça fonctionne avec etcd, Consul, Zookeeper, mais généralement c'est etcd. Patroni est là pour gérer votre service Postgres, prendre la décision de le démarrer, de l'arrêter, de le promouvoir. C'est en fait un collègue sympa qui est assis sur votre serveur Postgres et qui prend la décision à votre place. Donc quand vous voulez faire quelque chose sur votre serveur Postgres, vous devez dire à Patroni que vous allez le faire. S'il n'est pas au courant que vous faites quelque chose, il va réagir. Ça, souvent, on l'oublie. Et concrètement, quand on parle d'un cluster Patroni, on parle de plusieurs nœuds Postgres. Oui, mais on parle aussi de plusieurs nœuds DCS. Donc vous devez avoir un DCS, un Distributed Configuration Store, qui doit aussi ne pas être un single point of failure, donc il doit aussi être en cluster. Et généralement, on a un cluster DCS et un ou plusieurs clusters Postgres qui sont gérés par ce cluster DCS. Concrètement, Patroni, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que c'est Patroni vraiment?
Cette image, elle vient d'une présentation de Paulina, qui est l'une des deux contributrices de Patroni, de chez Zalando. C'était une présentation à APG Conf Allemagne à Berlin l'année passée. Et en fait, ça vous montre très clairement ce que c'est. On a notre cluster DCS, qui est ici ETCT, qui doit être répliqué forcément, il y a plusieurs nœuds, donc on a du quorum. Et puis on a nos serveurs Postgres, principal, secondaire, et on a Patroni qui est là, installé, et qui démarre, qui promeut, tout en parlant au DCS, savoir, as-tu déjà un leader? Ah non, j'ai pas de leader. Bon, ben, le premier qui demande la leader key va être le leader. C'est un peu l'intérêt. Si vous ne connaissez pas Patroni, la présentation de Paulina, elle est vraiment très 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 intéressante. Ce qui était important pour nous aujourd'hui, je vous ai dit, on veut parler de documentation, savoir quoi chercher. Qu'est-ce qu'on trouve dans la doc? On trouve les configs. Mais qu'est-ce qu'on y met dans les configs et où est-ce qu'on place les configs? C'est surtout ça le problème avec Patroni, c'est de savoir où est-ce qu'on met la config et quels paramètres on met où. Dans Patroni, il y a deux grands espaces. Il y a la configuration globale dynamique. Cette configuration globale dynamique, typiquement, vous allez avoir le workmem, par exemple. Ce sont toutes les configurations qui vont être partagées à l'ensemble de vos nœuds Postgres. Donc typiquement, elles sont créées et attribuées à vos instances Postgres lors de la création du cluster. Elles sont stockées dans etcd pour qu'elles soient partagées à l'ensemble des instances Postgres. À partir du moment où elles sont chargées dans le DCS, vous ne savez plus les changer. Elles y sont. Comment est-ce qu'on les change? On les change avec Patroni CTL et edit config. Donc on va aller éditer la config qui est stockée dans le DCS. Ça, de façon générale, c'est une bonne pratique parce que quand vous avez plusieurs nœuds en bascule automatique, vous voulez qu'elles aient la même config. Donc c'est normal, c'est l'objectif. Vous pourriez aussi surcharger ces configs. Vous pourriez dire, OK, j'ai un nœud sur lequel je voudrais un peu plus de workmem. Ça peut se faire dans le fichier de configuration locale. Le fichier de configuration locale, il est là pour deux choses. La première chose, déjà définir l'état dans lequel vous devez créer votre cluster lorsque vous l'initialisez. Une fois que ça a été initialisé et stocké dans le DCS, cette partie-là, elle ne sert plus. La partie du fichier de configuration qui va continuer à vivre avec vous, c'est l'instance locale. Où est-ce qu'est son directory, son data directory, son binary directory, où sont stockés, quel port vous voulez qu'il utilise, etc. Donc toute la configuration de l'instance locale. Ça, c'est dans la config locale. Et vous pouvez y mettre certains paramètres que vous voudriez surcharger par rapport au DCS. Ils vont être prioritaires. Conseil, ne le faites pas, faites-le dans le DCS. Ça, c'est important à savoir pour Patroni. Et je n'irai pas plus loin pour ça. Si vous voulez plus de détails, il y a des cours de Paulina qui sont vraiment très bien faits. Ça m'amène à PG Backrest. Alors PG Backrest, vous le connaissez tous, donc je ne vais pas rentrer dans les détails à nouveau, mais concrètement, ça fait des sauvegardes et ça fait aussi très très bien les restores. Ça fonctionne en local, ça veut dire qu'on peut pousser des sauvegardes depuis votre instance Postgres vers un dépôt distant, et ça fonctionne aussi à distance. Donc on peut avoir un repo host, un serveur de backup dédié, qui va tirer les sauvegardes en SSH ou en TLS. Petit tips, le TLS est peut-être un peu plus compliqué à configurer, par contre c'est vachement plus performant. Donc si vous ne l'êtes pas encore passé, faites-le. Ça fonctionne en parallèle évidemment, avec plusieurs jobs en parallèle pour télécharger les fichiers, mais vous avez surtout une super feature qui s'appelle Asynchronous Archiving. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de regarder toutes les présentations que j'ai faites là-dessus parce que c'est une feature super intéressante. Concrètement, c'est une méthode pour booster l'archivage de Postgres en utilisant plusieurs threads asynchrones pour les télécharger en avance avant que Postgres ne les demande. Grossièrement dit. Alors PG Backrest, c'est très flexible, ça a plein de déploiements possibles, plein de topologies possibles. On peut le stocker, nos sauvegardes, dans le cloud, Azure, GCS. À chaque version de PG Backrest, on a des nouveaux méthodes d'authentification. La prochaine version va sortir ici à la fin du mois. Il y a des nouveautés au niveau Azure. Donc tout ça est en constante évolution. Qui dit
PG Backrest dit souvent que vous avez des grosses instances quand même. On ne déploie pas ça sur des petites instances d'1 giga. Et donc la compression, c'est sympa. Sachez que par défaut, c'est gzip. Nous, on vous conseille plutôt d'utiliser zstandard, c'est beaucoup plus performant. Et puis ça prend en charge le chiffrement côté client. Donc je vais m'arrêter là pour le feature PG Backrest, sinon j'en ai pour 2 jours, et j'ai que pour 30 minutes de présentation. Par contre, si vous voulez en savoir plus, hein, petit appel du pied, Bruxelles, c'est pas loin. À la fin du mois, on a le FOSDEM PGD à Bruxelles. Il y a un super programme, et c'est pas parce que j'y présente PG Backrest, mais il y a plein d'autres super talks. Donc venez nous rejoindre, c'est encore possible. Tout ça nous amène où? Tout ça nous amène là. Patroni et PG Backrest, comment est-ce qu'on les combine ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Avant de commencer, il y a des points importants, des questions à se poser. Déjà, il faut savoir que avant d'intégrer PG Backrest avec Patroni, il faut bien concevoir votre topologie. La première question que vous vous posez quand vous utilisez PG Backrest, c'est où est-ce que vous stockez vos sauvegardes? Sur un S3, est-ce que vous utilisez un repost? Pas de repost? Eh ben, c'est pareil avec Patroni. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos sauvegardes, votre dépôt de sauvegarde, il doit être accessible depuis tous vos nœuds Postgres. Pourquoi? Déjà parce que quand vous allez avoir une promotion automatique, vos journaux vont être automatiquement poussés vers le dépôt. Donc il ne faut pas que ça soit cassé au moment de la promotion. Donc déjà, c'est une bonne pratique. Puis vous devez savoir quel nœud va effectuer les sauvegardes. Habituellement, le plus facile, c'est le principal, c'est le primaire. Ça, c'est le cas facile. Il ne faut pas oublier que sur PG Backrest, la sauvegarde sur le standby, c'est possible. C'est facile de sauvegarder sur un standby, quand vous en avez qu'un. Quand vous en avez 2, 3, 4, on prend la sauvegarde sur lequel? C'est à vous de choisir. Et donc généralement, quand on est en déploiement automatique, avec de la bascule automatique, c'est un peu plus compliqué de savoir sur quel standby on va faire la sauvegarde. Dans ces cas-là, le plus simple, le plus efficace, c'est d'utiliser le repo host. Parce que le repo host, donc le serveur de backup dédié, lui, il a la connaissance de l'ensemble de vos nœuds. Et vous pouvez lui dire, faites une sauvegarde sur le primaire, faites une sauvegarde sur un standby, ou faites le sauvegarde de préférence sur un standby s'il y en a un dispo. Voilà. Et il prendra le premier dans la liste. Donc ça, c'est clairement les questions que vous devez vous poser avant de partir sur un cluster Patroni plus PG Backrest, c'est où est-ce que vous stockez vos sauvegardes et sur quel nœud vous allez démarrer. Ça va généralement vous impliquer un repo host. À quoi ça ressemble un cluster Patroni, PG Backrest? Ça ressemble déjà, vous avez votre cluster DCS. On s'en l'a vu tout à l'heure, ces trois nœuds TCD, eux, ils peuvent servir un ou plusieurs clusters Postgres. Puis vous avez votre cluster Postgres. Première chose, on a Postgres. Sur le serveur Postgres, on a Patroni. Patroni va discuter avec le cluster etcd. Tiens, j'ai pas de leader. Bah, très bien, je vais faire un initdb, je vais créer une base et hop, j'ai un primary. Ensuite, vous démarrez Patroni sur le serveur standby. Là, il va se dire, tiens, je me connecte au DCS. Ah, il y a déjà un leader, donc je suis un standby. Comment est-ce que je crée un standby? J'utilise, dans la configuration locale dont on a parlé tout à l'heure, le create replica méthode. Create replica méthode, ça va être important pour plus tard, c'est la méthode qui est utilisée pour créer le standby. Par défaut, PGBase backup. Vous me voyez venir? On verra ça plus tard, comment améliorer ça. Mais du coup, il faut savoir, ça c'est important. Create replica méthode, c'est là-dessus qu'on va pouvoir influer. Ensuite, vous venez rajouter de la sauvegarde. Donc vous venez installer PG Backrest sur chacun des nœuds. À quoi ça va vous servir? Déjà, à l'archivage. Donc l'archive commande, elle va utiliser PG Backrest ou à l'archive push et pop, ça part sur le repo PG Backrest. Repo PG Backrest, ça peut être un repo host, ça peut être un bucket S3, ça peut être un bucket S3 attaché au repo host. Je vous dis, PG Backrest, c'est vachement flexible. Donc ça, peu importe que vous ayez un repo host ou pas de repo host, ça ne change rien. Mais lui, Postgres, il va envoyer via l'archive commande les journaux dans le dépôt. Le dépôt, il doit être attaché à l'ensemble des nœuds. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire un restore, que vous allez faire une promotion, vous allez faire du wall archive push, mais vous allez aussi pouvoir faire wall archive get avec la restore commande de Postgres. Donc on sait comment est-ce qu'on sécurise la réplication dans Postgres
un slot de réplication ou l'archivage. Vous savez que si le standby, en se connectant, le principal n'a plus les journaux nécessaires à la réplication, il y a du lag, il peut rattraper son lag. Comment? En rejouant l'ensemble des journaux de transactions présents dans le dépôt, il rattrape le principal, il s'y reconnecte. Donc déjà, sécurité grâce à PG Backrest. Magnifique. Alors comment est-ce qu'on met tout ça en place? Ça c'est facile, on peut utiliser PGLift. Mais clairement, ce sur quoi nous on va devoir influer aujourd'hui, c'est create replica méthode, archive command et restore command. Et donc ça, ce sont les pièces du puzzle avec lesquelles on va devoir jouer. Donc maintenant, on a vu, on a toutes les briques, on a toutes les pièces, il faut les mettre ensemble. À quoi ça va servir? Déjà, la première chose, c'est que quand vous avez un principal, vous avez une sauvegarde, vous allez vouloir reconstruire un serveur secondaire. PGBase Backup, quand vous avez 10 Tera de base de données, c'est lent. PG Backrest est quand même vachement plus rapide. Donc la première chose, c'est qu'on peut reconstruire des nœuds standby grâce à un restore. Pour ça, on va utiliser PG Backrest comme create replica méthode. Et on va déclencher le processus de reconstruction. Comment est-ce qu'on fait ça avec Patroni? On utilise Patroni-CTL, Reinit. Et on vérifie le résultat de l'opération grâce au log de Patroni et à l'état du cluster. Donc la première chose à faire, c'est de mettre à jour la configuration dynamique, donc celle qui est stockée dans le DCS et qui est donc partagée à l'ensemble des nœuds. On définit l'archive mode à on, on définit l'archive command PG Backrest archive push, et dans les paramètres de recovery, on a le restore command PG Backrest archive get. Et voilà, Patroni va donc appliquer ces paramétrages à vos instances Postgres. Magnifique. On a de l'archivage. À ce moment-là, on prend une sauvegarde. Et ça fonctionne. Miracle. Facile. Maintenant, on peut vraiment créer des stand-by à partir de la sauvegarde. Comment est-ce qu'on fait ça? On crée une create replica méthode personnalisée. Donc dans la partie configuration, fichier local, d'accord? On est dans le fichier local ici. On est create replica méthode. Pourquoi dans le fichier local? Parce que la create replica méthode, elle pourrait être différente en fonction du nœud sur lequel vous vous trouvez. C'est pour ça qu'elle est différente et qu'elle est dans le fichier local. Donc concrètement, par défaut, vous avez base backup. Moi, j'aime bien rajouter checkpoint fast pour base backup. C'est quand même plus sympa de faire un checkpoint tout de suite que de devoir attendre. On vient créer la méthode pgbackrest. On lui donne pgbackrest restore ---- delta ---- type égale preserve. Et on demande à Patroni de keep data égale true. Pourquoi? Alors concrètement, vous savez que quand vous utilisez pgbase backup, le répertoire de destination, il doit être vide. Ouais, mais si vous avez déjà un standby qui fonctionnait, il est juste trop vieux, il y a quand même peut-être déjà, sur les 10 Tera, il y en a peut-être déjà 9 qui sont bons. Bah, grâce à ---- delta de pgbackrest restore et à keep data, bah, Patroni ne va pas vider le data, et pgbackrest va vous recopier uniquement ce qui est différent. Donc déjà, vous gagnez du temps. Ensuite, pourquoi type preserve? Type preserve, c'est une astuce dans PG Backrest pour lui dire ne génère pas la configuration de restauration. Donc par défaut, quand vous faites PG Backrest restore, il va vous créer la restore commande. Oui, mais la restore commande, Patroni l'a déjà. Donc PG Backrest, il n'a pas besoin de la réécrire. Donc vous demandez à PG Backrest en fait de laisser Patroni gérer la config de recovery. Et c'est aussi simple que ça. Vous mettez ça dans la config de Patroni. Et puis vous vous retrouvez sur un serveur ou dans un cluster. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Patroni CTL topologie. Ça vous donne la liste des nœuds, le nom du cluster et l'état dans lequel il se trouve. Et là, typiquement, j'ai un leader qui fonctionne bien et j'ai un réplica qui en fait est en archive recovery. Donc il est plus streaming, il est décroché et il lag. Et si vous allez voir dans les fichiers Postgres, dans les logs de Postgres, je suppose que ça parle, ça, quand même. Could not receive data from while stream, requested while segment has already been removed. Qui n'a pas déjà vu ça en prod? Voilà. Donc clairement, ici, on a un standby qui est cassé. On n'a pas les journaux pour rattraper. On n'a pas de slot de réplication. On a un standby décroché. Normalement, qu'est-ce que vous faites? Vous stoppez Postgres, vous faites un pgbase backup et puis voilà. Destroy, reboot. Non, en fait. Patroni CTL, Reinit,
le nom du cluster, le nœud que vous voulez réinitialiser. Et Patroni va vous demander, vous êtes sûr? Oui, oui, je suis sûr. Et puis, magie, ça fonctionne. Vous allez me croire? Non, vous allez voir les logs. Allez toujours voir les logs. Alors là, j'ai tendance à dire que, ok, je suis assez d'accord, les logs de Patroni sont imbuvables parce qu'il y a tout qui s'y met. Il y a tout qui s'y mélange. Il y a les logs à la fois de Patroni, les logs à la fois de Postgres, puisque c'est Patroni qui démarre et qui arrête Postgres, et les logs de toutes les opérations déclenchées par Patroni, donc pgback rest restore, les logs vont s'y trouver aussi. Donc il faut un petit peu d'habitude pour les lire, les logs. Et c'est pas à 2 h du matin quand il y a un sinistre qu'il faut commencer à regarder. Donc concrètement, log de Postgres, Postgres s'arrête. Puis vous avez Patroni qui dit que je ne touche pas aux data. Keep data true, je ne touche pas aux data. La restore commande de pgbackrest. Puis Patroni vous dit qu'il a créé un nouveau réplica en utilisant la méthode pgbackrest et qu'il l'a démarré depuis le leader pg1. Pour pgbackrest, ça n'a pas d'importance. Par contre, si vous aviez utilisé pgbasebackup, c'est bien de savoir depuis quelle instance il a fait la copie. Et puis vous avez les logs de démarrage de Postgres qui vous dit bah, je démarre un backup recovery, j'ai atteint mon recovery state et magie, je me reconnecte en streaming replication. Grâce à ça, je n'ai pas dû recopier les 10 Tera de base de données, j'ai juste dû faire un pgbackrest restore moins delta. Comment aller plus loin? Alors c'est facile, là on vient de créer un réplica. On pourrait aller plus loin en se disant en fait, j'ai une sauvegarde et j'ai pas besoin que Patroni me fasse initdb. J'ai besoin que Patroni, quand il me crée mon cluster, il me restaure une sauvegarde pgbackrest pour démarrer la nouvelle instance principale. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh ben, dans Patroni, l'étape de création du cluster, c'est ce qu'on appelle un bootstrap. Et c'est là-dessus qu'on va devoir jouer, c'est créer une méthode de bootstrap différente d'initdb. Et donc pour ça, on modifie la section bootstrap dans la configuration locale du fichier de configuration de Patroni. On vient lui créer une méthode, non pas initdb, mais pgbackrest. Et je viens lui dire pgbackrest restore. Aussi simple que ça. On demande à Patroni de ne pas garder la recovery conf générée par pgbackrest et d'utiliser les paramètres de recovery qu'on va lui surcharger. On va demander de promote, de suivre la dernière ligne du temps et surtout de gérer la restore commande avec pgbackrest archive-get. Et c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça quand vous n'avez pas déjà un cluster existant. Vous venez juste brancher votre dépôt pgbackrest, vous créez votre fichier de configuration locale pour Patroni avec la configuration pgbackrest, il va démarrer un nouveau cluster, essayer de le stocker dans le DCS, ça n'existe pas dans le DCS, donc magie, je déclenche un bootstrap et j'utilise pas initdb, j'utilise pgbackrest. Ça se complique un peu lorsqu'on a déjà un cluster existant et qu'on veut le rafraîchir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête Patroni. Ah oui, forcément. On nettoie ou on déplace le contenu du répertoire de données. Donc concrètement, on ne peut pas réinitialiser un data déjà existant. Il faut le vider. Quand on recrée un cluster, on crée un cluster à vide. On démarre Patroni sur le premier nœud, et si le cluster existait déjà, il est toujours présent dans le DCS, et donc Patroni va refuser de démarrer. Il va dire, moi je ne fais rien du tout, là j'en ai déjà un qui existe, et c'est pas la même chose que ce que j'ai en local. Donc il va dire problème. Donc nous on sait ce qu'on fait. On veut nettoyer le DCS, on veut dire non, je veux te forcer à recréer un nouveau cluster. Et pour ça, Patroni, il a un petit utilitaire qui s'appelle remove, qui vient nettoyer les configurations dans le DCS. Il va vraiment vous demander You're about to remove all information, please type yes, I'm aware. Il vous demande vraiment de vérifier que vous êtes au courant de ce que vous faites quand même. Et une fois que vous avez fait ça, donc on a juste mis la configuration pgbackrest comme méthode de bootstrap, on a vidé le répertoire data, on a démarré Patroni. Patroni nous dit je ne peux pas le faire parce que ça existe dans le DCS. J'ai vidé le DCS en lui disant que j'étais sûr de moi. Et bien magie, ça marche. Patroni c'était list, running, et là vous le voyez, timeline number 2. Pourquoi? Parce que recovery completed, nouvelle timeline. Mais si vous ne me croyez toujours pas, on va vérifier les logs.
Et là, pareil, donc il va vous dire, Patroni vous dit Bootstrap, création via le custom Bootstrap script, la commande pg-backrest, et puis les logs de Postgres avec backup recovery started, new timeline, database system ready, etc., etc. Tout ça, c'est les logs de Postgres qui vous disent OK, on a fait un restore, on a démarré. Magie. Et puis, il ne vous reste plus qu'à activer Patroni sur les autres nœuds. Sauf que par défaut, il vous fait pg-base backup. Ben non, on a été malin. À l'étape avant, on a fait la create bootstrap méthode, la create replica méthode. Donc on a déjà demandé à Patroni d'utiliser pg-backrest pour faire les réplicas. Ben, c'est ce qu'il va faire ici. Il va utiliser pg-backrest. Et magnifique, on a un réplica. Tout simple. S'il n'existait pas, s'il existait déjà, ben, il faut faire un reinit, comme on a vu juste avant. C'est marrant, hein. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça juste avant et puis ça marche cette fois-ci? On dirait que c'est fait exprès. Alors, c'est là que les Romains s'empoignent. À quoi ça peut servir de faire un reinit d'un cluster déjà existant? Je pense que c'est le slide préféré de quelqu'un dans l'assistance. C'est un excellent moyen de tester vos sauvegardes. Parce que créer un nouveau cluster depuis une sauvegarde pg-backrest, c'est le meilleur moyen de créer un serveur de test depuis une sauvegarde, et donc de la tester. En pratique, vous restaurez ça sur un cluster de test dédié. Vous mettez un accès en lecture seul au dépôt. Ben oui, votre serveur de test, votre cluster de test, il doit accéder au backup de prod. Mais on ne veut pas qu'il aille pousser ou modifier quoi que ce soit. Donc on fait un accès en lecture seule. C'est facile à faire, faites-le. Et puis vous désactivez l'archive mode. De toute façon, c'est en lecture seule, donc il ne pourra pas pousser. Mais par contre, si vous ne le désactivez pas, il vous fera des erreurs dans les logs, il essaiera de garder les journaux, etc. Donc pensez à le désactiver, soit via la config Patroni, soit via le ---- archive mode égale off dans la commande de pg-backrest restore. Ça, c'est une citation que j'aime beaucoup. Un test de restauration est la seule véritable preuve que vos sauvegardes fonctionnent. Pas de sauvegarde sans test de restauration. Et donc maintenant, on arrive à l'étape la plus sympa, c'est comment réaliser un PITR avec Patroni. Avant d'aller plus loin, dans l'assistance, qui avait déjà utilisé Patroni et pg-backrest, qui pense que c'est vraiment compliqué? Personne? Mais pourquoi je suis venu alors? Concrètement, la partie la plus dure, c'est la partie humaine. C'est la partie savoir où est-ce que vous voulez restaurer. Ça, Patroni, il ne saura pas le savoir, pg-backrest ne saura pas le savoir. Quand est-ce que votre très gentil développeur a oublié sa closeware dans son delete? Ça, c'est vous qui le savez. Et donc cette partie-là, c'est vous qui devez la faire. La partie recherche de la cible de restauration. Moi, ici, pour l'exemple, j'ai juste fait un delete et puis j'ai fait un current pour l'LSN juste avant. Donc je vais me servir de ce LSN comme cible de restauration pour l'exemple. Mais ça, c'est la partie compliquée, c'est la vôtre. Après tout, il faut bien qu'on soit payé. Du coup, pour utiliser cette cible de restauration, en fait, on va créer un cluster à partir d'une sauvegarde pg-backrest, comme on a fait juste avant, sauf qu'on va adapter la méthode de Bootstrap en lui disant quelle cible de restauration on veut faire. Et donc, clairement, ici, pg-backrest restore, type LSN, target et la cible de restauration. Ça, c'est la même méthode qu'on a vue avant, c'est juste que je rajoute la cible ici. Et puis, on a les paramètres de recovery de Patroni qui nous dit promote, latest, archive get. Ça, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est le même exemple. C'est marrant, j'ai fait ça juste avant. On se demande bien pourquoi. Concrètement, on demande aussi à Patroni de conserver, cette fois-ci, la configuration pg-backrest existante. Pourquoi est-ce que je donne type LSN et target ici à pg-backrest? Ça va faire quoi? Ça va générer recovery target LSN dans Postgres. Je pourrais très bien le mettre ici. D'accord? Je pourrais le mettre en dessous. Pourquoi je donne un pg-backrest? Est-ce que votre cible LSN, elle est avant ou après votre dernière sauvegarde? Quand vous faites un restore avec pg-backrest, par défaut, il vous prend la dernière backup set à restaurer. Ouais, sauf que pg-backrest, il est malin. pg-backrest, si vous lui dites un LSN ou un timestamp, il va être suffisamment malin pour détecter quel backup set il doit restaurer.
Et donc c'est concrètement pour ça que je lui donne le LSN ici, parce que si mon LSN il date d'il y a une semaine, il va être capable d'utiliser le backup set d'il y a une semaine et pas le dernier en fait. Chose que si vous aviez mis ici en dessous, PG Backrest il n'a pas l'info et donc il ne sait pas le faire. Tout simplement. Et donc, dès que vous avez identifié votre type de restauration, que vous avez modifié la config de Patroni pour la Bootstrap méthode, on se retrouve à suivre les mêmes étapes que la section juste avant. Donc, on arrête Patroni, on vide le répertoire de données, on démarre Patroni. Il va vous dire oh, ben, j'existe déjà dans le DCS, Patroni CTL remove, et on est parti. Qu'est-ce qu'on fait après? On vérifie les logs. Et donc les logs doivent vous confirmer la cible de restauration par contre. Donc ça c'est très important. Patroni va vous dire qu'il a utilisé sa méthode de Bootstrap, mais par contre vous devez voir que Postgres a bien fait son point in time recovery et qu'il a bien atteint sa cible de restauration et qu'il a du coup fait une nouvelle timeline, etc. etc. Ça c'est la partie importante, les logs de Postgres. C'est notre métier après tout. Et donc juste à temps pour la conclusion. Ce qui est important à savoir quand on utilise Patroni et PG Backrest, c'est qu'effectivement, Patroni assure le fonctionnement de la base de données et que PG Backrest il va s'occuper de la vie de vos données, de les ramener à la vie quand il y a un incident. Les meilleurs conseils que je peux vous donner quand vous utilisez Patroni et PG Backrest, c'est de garder la config le plus simple possible et de la versionner. Si vous utilisez l'automatisation, sans observabilité, c'est blind faith en anglais. C'est de la foi aveugle, d'accord? On ne croit pas en Dieu, on vérifie qu'il existe. Et puis, testez toujours vos procédures de restauration. La documentation, et juste écrire la documentation, ça ne suffit pas. Faites des tests. Sinon, vous avez mon petit copain le chat de Schrödinger qui va vous faire coucou. Juste avant de passer aux questions, parce que je suis vachement sympa, les slides, je vous ai dit, ils seront publiés et dispo sur mes GitHub Pages. D'accord. Ils sont déjà d'ailleurs, la conférence que j'ai donnée à Riga, elle est déjà avec un peu plus d'infos. Par contre, je suis vachement sympa et je vous ai mis un bonus en annexe parce que je n'avais pas le temps de le faire. C'est un exemple fonctionnel de config, parce que tout le monde a un exemple de config fonctionnel. L'identité du cluster, donc c'est une config patronique que vous pouvez utiliser pour un cluster de test. Clairement, vous avez la partie identité du cluster et etcd, la partie bootstrap avec les paramètres qui vont bien, avec l'InitDB. Vous avez un exemple de règle HBA pour du test, faites pas ça en prod. Et puis vous avez la méthode PG Backrest, c'est surtout ça qui vous intéresse. Vous avez la partie Postgres et la partie création de réplica, c'est surtout cette partie-là qui vous intéresse. Donc clairement, c'est dans les slides, vous pouvez vous en servir comme exemple pour tester ça. Et voilà, pile à temps je pense. Merci Stéphane. Est-ce que vous avez des questions ? C'était très clair, visible. Ah si, on a une question là-bas. Merci beaucoup. Je voulais savoir si on peut s'inspirer ou utiliser toute ou partie de ce système pour des mises à jour majeures. Ça dépend de ce que tu entends par t'en inspirer ou t'en servir. Parce qu'une mise à jour majeure, concrètement, tu ne peux pas le faire via un réplica physique ou via une sauvegarde PG Backrest. Donc tu es de toute façon obligé, concrètement, tu as un cluster Patroni, tu as une sauvegarde PG Backrest. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais une mise à jour majeure dans un cluster Patroni? Tu arrêtes tes standby, tu PG upgrade ton primary, et puis tu pries pour recréer tes standby. Comment tu accélères les choses? Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une première sauvegarde après la mise à jour majeure. Tu te sers de cette sauvegarde pour resynchroniser tes standby en fait. Donc ton cluster il va être en état dégradé jusqu'à ce que tu aies pris ta sauvegarde et que tu puisses faire ton create replica méthode pour resynchroniser tes standby. Mais généralement, c'est plus rapide de prendre une sauvegarde et de faire un restore delta que de faire PGBase backup. Donc clairement, oui, quand tu l'as en place comme ça, ça te facilite la recréation de standby.
Donc c'est pas vraiment te faciliter la mise à jour, c'est te faciliter la recréation de standby après mise à jour. Après, si tu es vraiment très très aventureux et que tu connais vraiment très bien Patroni et vraiment très bien PG Backrest, il y a, et j'ai aidé des clients à le faire, il y a moyen de le faire, c'est que Patroni il supporte aussi le standby cluster. Donc il est capable d'avoir un deuxième cluster, enfant du premier, avec un deuxième primaire en fait, via la réplication logique. Et donc en fait, tu te retrouves avec un cluster en V17, tu crées un nouveau cluster en V17, un standby cluster, et puis tu te sers de PG create subscriber pour transformer ton leader, ton standby leader en fait, en réplica logique. Et là, du coup, tu te retrouves avec deux clusters Patroni et tu peux upgrader ton cluster V18 et lui sera toujours fonctionnel en réplication logique. Voilà. Par contre, tu devras aussi remettre à jour le nœud standby, etc. Ça, c'est toujours la même musique. Mais ouais, il y a moyen de bien s'amuser avec Patroni et PG Backrest, ça c'est sûr. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir ce qui se passe lorsque le cluster DCS crash. Est-ce qu'il y a des échanges permanents en fait entre les clusters Postgre et le DCS ou, Ouais, c'est des heartbeats. D'accord, donc si on a un alerte rouge sur le DCS, logiquement les clusters... Il y a des heartbeats réguliers en fait. Donc l'agent Patroni, tu sais configurer le heartbeat, mais concrètement, il ne cesse de demander au cluster DCS, est-ce qu'il y a un leader qui existe? Est-ce qu'il y a un leader qui existe? Si le cluster DCS ne répond pas, il va s'arrêter. D'accord. Et donc c'est pour ça que généralement, on n'a pas un seul nœud ETCD, on en a plusieurs. Et quand on a des multi-régions, on s'assure que le cluster ETCD soit multi-région aussi. Sinon, ça pose des problèmes. Merci. D'autres questions? Je pense qu'il y en a ici devant. Et sur le chat, ça vit toujours ou ils sont partis faire la sieste eux? Sinon, tu peux la poser, je t'entendrai, je vais la répéter. Ouais. Donc la question pour ceux qui nous suivent dans la vidéo, c'est est-ce que dans un cluster à 3 nœuds, si j'en perds 2, qu'est-ce qui se passe? Si vous en perdez 2, il y en a toujours un qui vit. Et vu qu'avec un seul nœud, ça marche quand même, pas de problème. D'accord, côté ETCD, il n'y a pas de souci s'il y a un seul nœud. Et pas. Alors là, pour l'exemple, je t'ai fait l'exemple avec que 2 nœuds. Donc ça marche clairement, ça marche très clairement avec un principal, un secondaire. Ça marche avec un principal et autant de secondaires que tu veux. Et Patroni a des mécanismes internes qui te permettent de faire du quorum sync, donc en réplication synchrone, assez facilement. C'est ça tout le truc en fait, c'est que c'est grâce au quorum sync, si tu as plus qu'un standby, il peut basculer, changer les standby names. Je ne mettrai pas ma main à couper parce que je ne l'ai jamais fait et que je pense que tout le monde aujourd'hui à qui va te demander quand tu vas vouloir faire de la réplication synchrone, un seul nœud, c'est pas une bonne idée. J'en mettrai pas ma main à couper, il faut que je vérifie la doc. Mais je pense qu'il y a un mécanisme interne à Patroni qui est capable de détecter qu'il n'y a plus de nœuds et qui va enlever le sync. Connaissant Alexander, ça ne m'étonnerait pas que ça soit dedans. Mais à mon avis, il ne l'a pas publiquement annoncé, publiquement démontré, parce que c'est pas quelque chose qu'on aurait tendance à conseiller. Ça, c'est vous qui voyez comment est-ce que vous déployez depuis vos applis en fait. Patroni s'intègre très très bien avec HAProxy, effectivement, parce qu'il a ses heartbeats.
Et là, vous pouvez directement aller taper sur HAProxy. HAProxy va savoir quel est le nœud. Après, il y a, si vous prenez VIP Manager, par exemple, de Cybertech, eux, ils font beaucoup ça. C'est une VIP qui bascule avec un keep alive. Ça, c'est un peu vous qui voyez comment vous gérez ça au niveau de vos nœuds et de votre instance. Moi, j'ai beaucoup de clients qui utilisent plutôt les multi-targets dans les JDBC. Et donc, ils ont leur JDBC, ils mettent l'ensemble des nœuds dedans, et puis ils mettent target attribute read and write et target attribute read only, et puis ils n'ont pas besoin d'un HAProxy ni d'une VIP, en fait. C'est l'attribut du JDBC qui est capable de faire tout comme la librairie PSQL permet de faire la librairie l'IPQ de Postgres permet de faire du multi-host. C'est pareil avec JDBC par exemple. C'est pareil avec PsychoPG aussi. Donc clairement, si vous voulez vous passer d'un HAProxy et du vide, vous pouvez le faire. Ça marche. Ça dépend de vos applications. Il y a des applications qui ont les poolers intégrés, qui savent se reconnecter quand il y a une déconnexion, etc. Ça dépend d'où vous voulez mettre le niveau d'abstraction. Ça y est, le chat s'est réveillé. Le chat s'est réveillé. Je me permets de passer à la question du chat. De toute façon, on a encore un peu de temps. C'était combien c'est à quelle heure la pause? On a 2 questions. La première, faut-il redonder le repos PG Backrest? Redonder le repo PG Backrest, alors ça dépend, c'est quoi la question? Est-ce que c'est le repo en lui-même ou est-ce que c'est le repo host? Parce que redonder le repo, redonder le repo en lui-même, ça dépend de votre repo. Clairement, si votre repository c'est un S3 ou que c'est un NFS sur un SAN chez vous et que ce SAN derrière il est répliqué, en fait vous vous emmerdez pas à ce que ce soit pas PG Backrest ou votre Postgres qui doivent gérer plusieurs repos de sauvegarde. C'est votre stockage qui va s'en servir pour vous. Si vous avez un repo host là, clairement si le repo host il tombe, votre archivage ne marche plus. Est-ce un problème? C'est une autre question. Généralement, il y a moyen de tricher un petit peu et de se passer du repo host pour pousser les archives directement sur le S3 et tirer les sauvegardes depuis le repo host sans que les nœuds Postgres ne connaissent l'existence du repo host. Mais il faut connaître un petit peu PG Backrest et c'est pas quelque chose que j'ai tendance à montrer au premier venu. Sinon, ça marche très très bien, le multi-repo avec 2 repo hosts. J'ai aussi fait des conférences là-dessus, donc allez voir les slides, allez voir les vidéos. Multi-repo dans PG Backrest, ça marche très bien aussi, c'est là pour ça. Moi, j'ai tendance à dire que quand vous avez votre dépôt de stockage, votre dépôt de sauvegarde qui, lui, est sur une technologie qui est déjà réappliquée quelque part, que ce soit un S3, que ce soit un SAN derrière, peu importe, quand cette technologie-là, elle garantit que vos sauvegardes, elles sont là, vous n'avez pas besoin de plusieurs repos. La seule chose qui peut vous arriver si votre repo host y tombe, c'est que votre archivage ne soit pas poussé automatiquement. Ça, vous devez le détecter, vous devez avoir une alerte. Et il y a vraiment des mesures de protection aussi dans PG Backrest, mais on a promis qu'on ne ferait pas un feature guide de PG Backrest. Décidément, le micro-question... Si tu parles très fort, je t'entendrai. 1, 2, 1, 2. C'est pour la retransmission. Alors, pour le bootstrap avec PG Backrest, est-ce que c'est possible de préciser uniquement la restore command dans la recovery conf, vu qu'on peut fournir la target action promote dans la commode PG Backrest et la target timeline n'est pas vraiment utilisée par Patroni? C'est la méthode de bootstrap, on est d'accord? Là, dans la question? Oui. Donc j'imagine que c'est sur la partie PTR parce qu'on était avec Restore Command. Donc la question c'est est-ce qu'on peut se passer de la Restore Command à cet endroit-ci puisque c'est déjà donné dans les paramètres de Patroni pour Postgres? J'aurais tendance à dire que oui. Mais ça ne fait rien de la rajouter, c'est la même. Ok. Et dernière question du chat. Est-ce que ça sera que le nœud qui va archiver les walls ou ce sera fait par tous les nœuds du cluster?
Ah, j'ai pas la question, parce que qu'est-ce qui va être fait quoi? Le restore, il est fait sur le nœud principal. Et puis à partir du moment où le restore il est fait, bah, il faut recréer les stand-by. Donc vous allez refaire un autre restore, mais en suivant le nouveau. Du Patroni qui archive les walls. Oui, 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 mais ça c'est l'archive commande. Ouais, Ça n'a rien à voir avec Patroni, ça c'est Postgres. Je crois que c'était ça la question. C'est archive commande, elle est active avec archive mode sur Postgres, donc c'est Postgres qui gère l'archive commande. Mais il faut avoir l'archive commande sur tous les nœuds Postgres. C'est important. Oui, parce que sinon, en cas de bascule automatique, lorsque Patroni va promouvoir Postgres, il faut qu'il puisse pousser ses journaux. Sinon, bah, c'est pas du réplica. On avait une dernière question dans l'assistant, je pense, mais sinon, on peut y répondre pendant la pause, c'est pas un problème. Merci pour la présentation. J'avais une question au niveau de... Mais comme toujours dans l'écosystème Postgres, l'observabilité, c'est un sujet en lui-même. Et donc, il faut construire vos outils, aller chercher les outils qui existent. Que ce soit... il faut monitorer chaque élément individuellement. Vous devez monitorer l'état de vos Postgres, vous devez monitorer l'état de Patroni. Patroni, typiquement, il y a, je pense qu'il doit y avoir un exporteur Prometheus, mais il y a surtout des sondes dérivées Nagios, que ce soit pour Patroni ou pour PG Backrest. Il y a Check PG Backrest, dont je suis l'un des contributeurs, pour vérifier l'état des sauvegardes PG Backrest. Il y a Check Patroni, qui est la sonde développée par Benoît de mémoire chez Dalibo, pour vérifier l'état des Patroni. Et donc tout ça sont des choses que, en fonction de l'outil de monitoring que vous utilisez, que ce soit du Isinga, Nagios ou bien du Prometheus, il faut trouver l'exporteur ou l'outil qui va vous permettre de récupérer les métriques. L'avantage, c'est que Patroni, ils ont une API REST et que c'est assez facile de s'intégrer avec l'API REST pour récupérer l'état des nœuds. Est-ce qu'on tente une dernière question? Non, mais il y aura la pause pour les questions. De toute façon, je suis là à la pause.